Souvent surnommés le 12e homme, les supporters et même plus précisément les ultras sont au cœur de nombreux débats et nombreuses polémiques. On a essayé de creuser et d'en savoir plus sur eux. C'est la raison pour laquelle nous avons eu l'opportunité de réaliser une interview. Une interview avec deux auteurs qui ont écrit un livre, Christophe Cécile Garnier et puis Frédéric Scaramucci. Ils ont écrit un livre où ils ont fait le tour de France, de la plupart des clubs de Ligue 1 pour aller voir et partir à la rencontre des groupes ultras. C'est Sébastien Ferreira qui est à la baguette et qui va mener cette interview. Au passage, on remercie énormément Amphora qui nous a permis de réaliser cette interview dans leurs locaux. Et puis en même temps, petite surprise, restez jusqu'au bout de la vidéo. Bon visionnage. Alors messieurs, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter? Alors moi je suis Frédéric Scaramucci, je suis journaliste indépendant pour plusieurs médias, chroniqueur pour Winamax dans l'émission Ultra United et voilà, et auteur du livre Supporter, un nom d'immersion dans le stade français. Et moi je m'appelle Christophe Cécile Garnier, j'ai 28 ans, je suis journaliste aussi, précédemment indépendant quand j'ai fait le livre avec Fred. Et maintenant, depuis un an, je suis journaliste pour un média d'information et d'enquête qui s'appelle Street Press. Alors, si on a pensé à vous, c'est parce que vous avez écrit ce livre, Supporter, un an d'immersion dans les stades de football français aux éditions Amphora. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord un peu le projet et d'où est venue cette idée? En fait, l'idée part d'un plaisir entre potes au départ, de faire le plus de stades possible. Au final, en discutant comme ça, on s'est rendu compte qu'on avait envie de faire plus de stades et de voir tous les stades de Ligue 1. Puis finalement, on s'est dit que les supporters étaient assez peu représentés dans le champ médiatique, surtout à l'époque où on a commencé ce tour. Et on s'est dit que plutôt qu'aller en tribune de presse, on allait aller rencontrer les supporters de foot et essayer de discuter avec eux de leur passion, leur club, leur façon de voir le football aujourd'hui et faire un grand portrait du supporter, donc en faire des articles au départ. Puis après, c'est devenu un livre. Alors, il y a toujours beaucoup d'amalgames quand on parle des supporters. On a d'ailleurs dans le livre Romain Gaudin, capot de la Tribune Loire à Nantes, qui parle d'éduquer la mentalité ultra. Après une année en immersion, pour vous, qu'est-ce que cette mentalité ultra? Comment est-ce qu'on peut la définir? Ça, en fait, la mentalité ultra, alors chaque groupe ultra en fait se dit, on se revendique, enfin, ou pas d'ailleurs, du mouvement ultra, mais chacun a ses spécificités. Donc si jamais si jamais on pose la question en fait à chaque membre d'un groupe ultra de tous les groupes de France, en fait, à chaque fois on aura une définition un peu différente, Ouais. mais les bases qu'on peut donner, c'est être toujours là pour son club, le suivre en déplacement, participer aux animations, c'est-à-dire les chants, les tifos, enfin vraiment se donner à 100%. Et oui, après le suivre dans la victoire comme dans la défaite, ce qui est un peu le cas de tous les supporters, mais vraiment chez l'Ultra, c'est ancré à bloc, quoi. C'est vraiment participer au déplacement et participer à la vie du club et en être un des acteurs finalement, quoi qu'on puisse penser des supporters. Enfin, les Ultras sont vraiment des acteurs de leur club. Ce qui différencie en fait le supporter de l'Ultra, c'est l'animation visuelle et l'animation en chant dans la tribune. Quand le supporter va quelquefois rester assis, ça va être la régularité de la présence au stade. L'Ultra va être là à chaque match et va essayer d'être là en déplacement quand le supporter peut faire que quelques matchs dans l'année. Et ce qui va différencier l'Ultra de l'hooligan, c'est que le hooligan est là premièrement pour la violence, pour la bagarre. Quand l'Ultra, la violence fait partie d'un tout qu'il ne renie pas, mais n'est pas au centre du projet Ultra, quoi. Et là, en fait, où vraiment l'Ultra se distingue, c'est que lui revendique vraiment. En fait, pour eux, l'Ultra, à chaque fois, ils disent c'est un mode de vie. On n'y vient pas seulement pour 6 mois, histoire de. Soit se faire des copains, soit vivre un truc, en fait. Enfin, c'est vraiment. Ça s'inclut dans une sorte de projet de vie, en fait. Ouais. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui se mêle à la vie professionnelle, à la vie personnelle, à la vie sentimentale, parfois. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui a une énorme importance. La communauté, en fait, devient une part importante de sa vie. On parlait de violence justement, donc il faut bien comprendre pour qu'il n'y ait pas d'amalgame que parler d'ultra, ça ne veut pas dire parler de violence. Non, Alors. parler d'Ultra, c'est pas parler de violence, mais on ne peut pas exclure que la violence fait partie du mouvement Ultra. La violence au mouvement Ultra est marginale et centrale. Marginale parce elle est finalement que très peu de choses dans tout ce que va faire l'Ultra, c'est-à-dire qu'organiser des déplacements, vivre la vie de groupe, être dans la communauté Ultra, encourager son équipe, faire des maraudes, faire des bonnes actions. La vie d'un Ultra peut être très très
peut recouvrir plusieurs choses. Et parmi toutes ces choses, il y a la violence les bagarres qui peuvent éclater, exister. Mais elle n'est pas au centre. Mais par contre, elle peut être au centre du discours, c'est-à-dire représenter sa ville, faire front, ne pas avoir peur, etc. Donc chez l'ultra, elle est quand même au centre du discours, mais au final, elle existe très peu dans le quotidien. C'est ça, nous, dans tous les 21 déplacements qu'on a fait dans le cadre du livre, et de tous les supporters qu'on a rencontrés, on n'a jamais assisté à une seule bagarre. En fait, on a assisté par la suite, un an plus tard, lors d'un autre déplacement pour un autre reportage, là, à un fight, et bon, enfin, c'était quelque chose en fait qui était complètement anodin, ça a duré 1 minute, et puis voilà, en fait. Et finalement, dans tout le cadre du déplacement, c'était très minime et marginal, même si ça faisait que le déplacement avait eu un fight, et donc la question devenait centrale. Mais c'est un peu comme ça, cet élément représentait bien un peu ce que pour représenter la violence en fait chez l'ultra. Quand on a fait ce déplacement, qu'il y a eu la bagarre, il y a un des leaders du groupe ultra avec qui on était, qui nous a expliqué que ça faisait 7 ans qu'il faisait des déplacements, et en 7 ans, c'était que la deuxième fois qu'il vivait un tel moment. Donc voilà, c'est pour dire que elle est au final, c'est très marginal, 7 ans de déplacement, ça doit faire, même s'il ne fait pas tous les déplacements, imaginons il n'en fait que 7 par saison, ça fait 49 déplacements et au final de bagarre. Et très rare finalement, la violence. Alors, être ultra, c'est tout un engagement envers son club. Est-ce que c'est avoir des devoirs ? C'est une bonne question. C'est des devoirs en fait qui se mettent envers eux-mêmes finalement, parce que le club jamais, parfois les clubs sont un peu surpris presque des initiatives que peuvent prendre certains ultras envers, ou de l'amour même qu'ils peuvent leur donner parfois. Les clubs sont faits en fait de dirigeants qui vivent pas la passion, pour certains qui n'ont pas la passion que peuvent avoir les ultras et pour d'autres qui la vivent différemment. Mais ils sont souvent surpris en fait de justement cette passion des ultras. Donc c'est plutôt des devoirs que les ultras se mettent. Le devoir c'est vraiment de toujours chanter, de toujours être là, de toujours être en déplacement, toujours participer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment ne pas juste s'engager pour quelques matchs ou une durée de 6 mois en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit devenir un mode de vie. Et alors il y a la pression qu'ils vont se mettre à eux-mêmes, les devoirs qui vont s'imposer à eux-mêmes, et les devoirs qu'on va s'imposer entre ultras, c'est-à-dire que aujourd'hui un jeune ultra qui va intégrer un groupe, il aura des devoirs envers les plus anciens, c'est-à-dire ranger le matériel, le porter jusqu'au stade, participer aux tables de vente, essayer de s'installer en tant qu'ultra, de montrer sa légitimité, de prouver qu'on peut lui faire confiance, etc. C'est là où on peut voir des devoirs pour un ultra. Alors, le mouvement ultra, il est très ancien. Qu'est-ce qui a évolué chez les ultras sur les, disons, 20 ou 30 dernières années ? Alors, ce qui a évolué en premier lieu, je pense que c'est l'arrivée d'Internet en fait, qui a changé quand même beaucoup de choses. L'arrivée d'Internet et la répression vis-à-vis du mouvement. Je vais commencer par Internet parce que c'est le plus soft. Internet vraiment a complètement changé parce que avant il y avait des moyens de communication donc comme la société en fait qui était beaucoup moins évoluée et beaucoup plus lent. Là tout se fait un peu dans l'immédiateté, on fait un tifo, la photo sort 1 minute plus tard sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment ce qui engrange une certaine course à qui a un peu le meilleur groupe et tout. Et les réseaux sociaux font aussi que du coup la confrontation avec les supporters adverses se fait aussi par cette voie-là et se fait beaucoup plus quotidiennement, donc ça peut amplifier parfois. Ça favorise toutes les interactions. Exactement, absolument, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Ouais. Après, en termes d'évolution, le plus incontestable et le plus marquant pour le mouvement ultra, c'est la répression évidemment, parce qu'il y a 20-30 ans, il n'y avait pas autant d'interdictions de déplacement, il n'y avait pas autant de restrictions de déplacement, de nombre en parquage, il n'y avait pas les interdictions administratives de stade qui touchent maintenant les supporters ou les autres versions de ces interdictions. Donc c'est un peu vraiment les deux socles qui ont pu évoluer sur le mouvement. Comme il disait, le mouvement ultra en lui-même a beaucoup évolué au sein des ultras. Dans quelle mesure le traitement et la perception aussi qu'on a des ultras a-t-elle évolué ? En fait, la perception des ultras, elle évolue très très doucement. Sur 20 ans, déjà, parlons de 1998, c'est la première évolution. On pourrait même remonter jusqu'aux années 80, les premiers incidents en Europe qu'on donne comme fautifs les supporters, Hillsborough, le Heysel. Ça donne une image du supporter actif qui est très négative, c'est-à-dire
un être violent qui va au stade pour se battre, qui fout la pagaille, il y a des morts. Au final, ça ne se passe pas en France, mais la France est quand même impactée par cette image-là de ces supporters qui ont eu des accès de violence dans les stades européens. Après, la chose évolue encore à la fin des années 80, quand les premiers mouvements ultra arrivent en France, où à Marseille, par exemple, les spectateurs du Vélodrome à l'époque sont pas du tout prêts à avoir des gens qui sont là pour taper des pieds et chanter et taper des mains dans les dérangés finalement pendant qu'ils regardent leur match. Voilà, en fait. c'est ça. C'était plus vu comme ça, mettre une bannière qui t'empêche en fait de voir au moment, quoi. Et cette perception déjà depuis a quand même évolué, même si on continue de voir en fait dans certains stades, des supporters qui n'apprécient pas les animations des ultras parce que ça cache, le tifo, l'animation va cacher au moment où il y a l'entrée des joueurs ou d'autres événements, et du coup eux vont pas accepter ça. En fait, tout a été évolutif, c'est-à-dire qu'après 98, l'événement Footix, c'est l'événement où le supporterisme, de manière plus générale, a été vu comme un nouvel élément, c'est-à-dire qu'on pouvait enfin parler un peu plus de football, quand le football était un sport de beauf, d'illettrés, etc. La victoire de la France à la Coupe du Monde 98 a permis d'un côté, a sorti des supporters hyper bariolés, avec une image de ce qu'on attendait du supporter. Ouais. Et d'un autre côté, ça a permis de comprendre que le football était aussi un élément social comme un autre et qui pouvait devenir légitime. Donc les choses ont évolué petit à petit. Depuis 3-4 ans, on se rend compte que sur le mouvement ultra, les regards changent un peu parce que la question des fumigènes ou la question des interdictions de déplacement, en 2015, tout le monde trouve ça tout à fait légitime dans la sphère médiatique. Si on interdit les supporters de déplacement, c'est parce qu'ils sont violents. Et si les supporters craquent des fumigènes, c'est pas bien et il faut les réprimander. Ce discours-là, on l'entend de moins en moins. On l'entend toujours un peu, mais il est quand même beaucoup moins dominant qu'il y a 4 ans. Donc voilà, les choses évoluent petit à petit. Par contre, on ne peut pas dire que l'ultra soit lavé, béatifié, etc. C'est toujours le sale gosse, un peu bête, avec qui on veut pas se mélanger, qui boit de l'alcool, qui est violent, etc. Du coup, c'est aussi pour ça qu'on fait le livre. Pour beaucoup, ce livre, il s'adresse aux supporters actifs qui peuvent lire ce qui se passe ailleurs, mais il s'adresse aussi beaucoup à des passionnés de football qui ne connaissent pas trop le monde du supporterisme et qui voudraient essayer d'aller au-delà de ces a priori. Mais les a priori et les préjugés, c'est des certitudes, c'est difficile à combattre. Ce que tu dis. J'ai hésité à faire de la philo. Alors, dans le livre, on peut lire, je cite, « On ne subit plus qui on supporte, mais on choisit ». Alors, c'est une citation de l'ethnologue Christian Bromberger. Pouvez-vous nous expliquer un peu ce que ça signifie et pourquoi est-ce que ça a basculé ? En fait, oui, ce dont il parle à ce moment-là, c'est des deux identités qu'on peut avoir, c'est l'identité rêvée et l'identité donnée. En fait, l'identité donnée, qu'est-ce que c'est ? C'est, dans la logique de Christian Bromberger, c'est en fait, on supporte le club qui est à côté de chez nous, en fait. C'est notre lieu de naissance, de vie, on a envie de dire, définit en fait le club qu'on va supporter. Par exemple, quelqu'un qui va être, je sais pas, dans le centre de la France, il va avoir le club le mieux à côté, peut-être que ça va être Bordeaux, il va choisir de supporter Bordeaux, ou alors ça va être Clermont-Ferrand, ce qui n'aura pas le même intérêt parce que il y a un club qui connaît souvent la Ligue 1 et il y a un club qui ne l'a presque jamais connu, en fait, en l'occurrence Clermont-Ferrand. Et donc du coup, en fait, ce qui va être l'identité rêvée, ça va être que maintenant que le foot est de plus en plus mondialisé, qu'on a accès à tout via les réseaux sociaux, justement, aux déclarations des clubs directement, que les championnats maintenant sont partout, à la télé, il faut quand même payer un abonnement, mais qui sont quand même très accessibles via le streaming ou autre, c'est beaucoup plus facile en fait de suivre une nouvelle équipe, une équipe qui nous fait plus rêver. Et donc c'est tous ces gens qui suivent qui supportent Arsenal, qui vont supporter le Real, qui vont supporter le Bayern, le Barça, que sais-je en fait. Et c'est là en fait où on a ces deux identités-là finalement. Et maintenant en fait on n'a plus forcément à subir le club de supporter Clermont, on peut décider d'aller supporter Paris, d'aller supporter d'autres clubs. En fait maintenant c'est beaucoup plus accepté, même si ça reste critiqué par une frange de supporters comme les ultras qui dit non, il faut supporter le club de sa ville en fait, parce que sinon à un moment les petits clubs ils auront plus de supporters et du coup on va supporter que quelques gros ensembles et c'est pas non plus une idée du foot qu'on apprécie forcément. En fait la difficulté de ce discours là du supporter le club de ta ville,
c'est qu'il peut être très facilement mis en contradiction avec ces supporters-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on prend un fan de Dijon, pour qu'il ait 40 ans et qu'il soit supporter du DFCO, le club existant que depuis 98, il risquait pas de plus jeune supporter le DFCO. Dijon a toujours été une ville avec un club de football amateur. On ne peut pas demander aux gens d'être supporters d'un club de foot qui joue en 3e division régionale. C'est contradictoire. Et d'ailleurs, dans le discours, on l'entend de certains supporters actifs qui vont dire supporte le club de ta ville. En référence au club de la région finalement. Ouais. Ils habitent un petit patelin à côté, ils disent supporte le club de ta ville, mais en fait ils n'habitent pas du tout dans cette ville et on a envie de leur dire bah oui, bah alors vous allez supporter votre petit village de 500 habitants le dimanche matin. Alors, on ne peut pas demander ça à quelqu'un qui est passionné de football, il est obligé d'avoir quand même une identité à laquelle se référer, à laquelle il peut adhérer, à laquelle il peut rêver. Rêver, c'est la différence d'identité donnée et d'identité rêvée de Christian Mauberger. Moi j'entends le terme rêver dans le sens où cette équipe a quand même une existence propre qui permet d'avoir des objectifs à se fixer chaque année et pas seulement d'aller boire des coups le dimanche. Et en fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le supporterisme, finalement, c'est un moyen d'exulter, d'avoir de la passion, en fait. Et cette passion, fatalement, tu vas la ressentir quand les événements, quand les enjeux sont plus importants que quand ils sont beaucoup plus minimes, comme un club de 3e division régionale, comme tu le citais. Donc c'est en fait, voilà, ça signifie quelque chose, hein. Il y a quand même une signification lourde dans le fait que maintenant les gens choisissent le club qu'ils vont supporter beaucoup plus qu'avant. Avant, ça pouvait arriver quand il y avait un grand parcours européen, on a toute une génération qui est supporter des Verts, toute une génération qui est supporter de l'OM à partir de 93. De Monaco, au 3-2004. Voilà, ou de Monaco ensuite. Ça a existé. Mais en fait, c'était pas dans la thématique de Bomberger parce que, au final, cette identité-là, elle a quand même été, au final, plus ou moins subie parce que la médiatisation du football n'était pas la même. Du coup, l'équipe qu'on pouvait voir à la télé, c'était celle-là. Ouais. Du coup, on était obligé, on supportait celle-là parce que c'était celle-là qu'on voyait et c'était celle-là qui nous faisait rêver. Alors, c'était un peu c'est la première étape de l'identité rêvée, quoi. Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus dans le choix. On voit beaucoup de gens qui se disent supporters d'un club en France et supporters d'un club en Espagne. C'est quelque chose qui, aux yeux des ultras, paraît complètement impossible. Et d'ailleurs, c'est une grande vanne que font plein de supporters. Là, je ne parle pas de supporters actifs, mais de supporters en général, vont faire au public du stade Vélodrome parce que, de réputation, ils ont l'habitude de porter des maillots d'autres clubs. Marseille, nous, quand on est allé à Marseille au Vélodrome, on peut mentir que les maillots du FC Barcelone, il y en avait vraiment beaucoup. Mais par contre, on constate aussi qu'il y avait un nombre incalculable de maillots de l'OM, comme on a très peu vu dans d'autres stades autant de gens porter le maillot de leur équipe. Donc ça, c'est aussi la contrepartie, c'est qu'on a beau dire, il y a beaucoup de gens qui supportent d'autres clubs, à Marseille il y a aussi une vraie identité, une vraie passion, les gens qui sont en semaine avec le survêtement de l'OM, c'est des choses qu'on voit très peu dans d'autres clubs français. Complètement. Et tout ça, c'est aussi à mettre en lien finalement avec la mondialisation du football. On parlait d'Arsenal tout à l'heure, avec sa grande colonie de Français, Arsène Wenger et tous les joueurs qu'il a fait venir. Tout ça, c'est peut-être aussi une question un peu de résultat, c'est-à-dire qu'on parle d'identité rêvée. Un club comme Arsenal fait peut-être plus rêver que des clubs français sur la scène européenne notamment. En fait, on parle aussi encore d'une autre époque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les supporters d'Arsenal sont des trentenaires qui ont connu Arsenal à l'époque de Thierry Henry, Emmanuel Petit, et les débuts de la présence massive du football anglais à la télévision française, quoi. Ça commençait à arriver avec l'équipe du dimanche sur Canal+, les premiers matchs qui étaient diffusés de Première Ligue, etc. Ça a permis à des gens de s'identifier à ces clubs-là. Aujourd'hui, chez la jeune génération, ça va être plutôt le Real Madrid, le FC Barcelone, voire Manchester City, et peut-être la prochaine génération. Moi, je pense plus la prochaine génération, mais une génération très récente qui va supporter Liverpool. Voilà, ça évolue parce qu'on a de plus en plus accès à ce contenu-là quand d'autres générations n'avaient pas du tout accès. Quand ils voyaient le Real Madrid, c'était pour les matchs de Coupe d'Europe et ça s'arrêtait là. Alors, il y a un objet qui est source de tension entre supporters et instances, essentiellement c'est le fumigène.
Alors pour les uns, c'est un moyen d'animation plus ou moins important. Pour les autres, c'est un dangereux engin pyrotechnique. Qu'est-ce qui pose problème finalement avec les fumigènes? Alors c'est justement l'usage du terme engin pyrotechnique qui permet aussi beaucoup de sévérité de répression. Euh, Aujourd'hui, si on demande à la DNLH ou à la Ligue de football professionnel de sortir un rapport, un détail de l'usage d'engins pyrotechniques par engin justement, la LFP le fait de temps en temps sur les bilans. Mais en fait c'est très très rare, il n'y a pas de bilan total chiffré, il n'y a pas du nombre de blessés par engin pyrotechnique. On met tous les engins pyrotechniques dans la même poche et on dit voilà, les engins pyrotechniques ont blessé tant de personnes ces X dernières années. Et au final, quand on creuse un peu le sujet, on se rend compte que les fumigènes sont très rarement la cause de blessures et en tout cas jamais la cause de blessures graves, au contraire de pétards ou d'autres engins. Donc en fait, ce terme permet la répression parce que ça permet de ne pas se poser la question si le fumigène est si dangereux que ça ou pas. Si aussi de se poser la question s'il n'y avait pas des moyens de pouvoir sécuriser aussi l'utilisation de fumigènes. Voilà. De l'encadrer. De l'encadrer, tout à fait. La deuxième problématique, c'est que pour défendre un peu la LFP aujourd'hui, c'est qu'il y a quand même le cadre de la loi qui dit que le fumigène est interdit dans un stade. Et en fait, ça bloque toute discussion possible parce que aujourd'hui, je pense qu'on a des instances dirigeantes qui seraient, certaines personnes seraient prêtes à discuter sur l'usage des fumigènes. Mais à partir du moment où la loi interdit, c'est compliqué pour des instances privées de dire on va nous essayer d'autoriser l'utilisation d'engins. Et pourtant ça arrive de plus en plus. On sait que les anniversaires de groupe peuvent se fêter avec l'usage de fumigènes. Pour l'instant c'est les clubs qui prennent la responsabilité. On peut très bien imaginer que dans le futur, si l'instance nationale du supporterisme qui discute avec toutes les parties prenantes sur la question, si l'instance nationale du supporterisme n'arrive pas à proposer quelque chose dans les prochaines années qui puisse permettre l'utilisation de fumigènes dans un cadre réglementé et légal, d'autres instances essayent de faire passer la question du fumigène au-dessus et de trouver des solutions. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaite. Et en fait, on en revient à l'idée des changements qu'on évoquait tout à l'heure. C'est vrai que c'est une question de changement de la loi en fait, par rapport aux fumigènes. Aujourd'hui, ces questions-là, elles sont présentes. Ce qui n'était encore pas le cas il y a 2, 3, 4 ans. Et elles sont portées en plus par des députés en fait, qui sont eux-mêmes un peu, je dirais pas connaisseurs de ces questions, mais qui au moins savent un peu les enjeux et arrivent à passer au-delà des idées reçues et du danger prétendu des fumigènes en fait. Et c'est peut-être ça en fait qui va permettre aussi d'avancer et d'arrêter de criminaliser aussi les supporters, les ultras à chaque fois que des fumigènes sont brandis, alors que tout le monde est d'accord sur le fait que ça amplifie le spectacle, ça l'embellit. Et c'est pas normal d'avoir cette situation-là qui est vraiment très franco-française pour le coup, alors qu'on a ailleurs, en Allemagne, on voit qu'il y a des tonnes de fumigènes qui sont utilisés et qu'il n'y a pas de blessés majeurs à ce sujet. Il y a une dizaine de jours, la Ligue de football professionnel a utilisé une vidéo promotionnelle sur ses réseaux sociaux où en anglais, où elle montre l'animation des Magic Fans de Saint-Etienne avec des fumigènes. Et en fait, cette animation a été sanctionnée par la commission de discipline de la LFP. Du coup, la LFP a utilisé une animation qu'elle a ensuite, par sa commission, sanctionnée. Et du coup, c'était triste et drôle de voir ça, quoi, que la LFP utilise ces images de fumigènes pour faire sa promotion à l'étranger de son championnat. Et en même temps, sa commission indépendante, mais qui se saisit quand même plus ou moins des dossiers chauds. Parce que par exemple, on peut dire que la commission de discipline de la LFP, c'est le discours de la LFP aujourd'hui, de dire la commission est indépendante, elle statue et impose des huis clos pour l'usage de fumigènes, mais nous n'avons pas de regard là-dessus. Sauf que, au final, on se rend compte que par exemple, sur les chants homophobes, c'est bien quand des personnalités ont porté la voix que la commission de discipline a commencé à prendre à s'emparer de ces questions-là. Ouais. Donc au final, on ne peut pas dire que la commission de discipline vit en vase clos, totalement indépendante, etc. On connaît les discours du président de la commission de discipline qui est complètement anti-supporter, anti-ultra, et qui lui aimerait bien qu'on joue dans des stades vides avec des grands écrans pour faire des animations sans fumigène, et enfin je sais pas quel football il imagine, mais pas du tout le nôtre. Du coup, en fait, la question qui va se poser, c'est comment
la LFP va se saisir du problème, mais du coup, on voit qu'il y a quand même un avantage pour eux, par sa commission, de continuer à criminaliser le fumigène, parce que ça leur permet, ça leur permet des sanctions, que ça leur fait plaisir, mais par contre, ça leur permet d'avoir des grosses rentrées d'argent chaque année, avec des barèmes qui n'existent pas. Des clubs peuvent prendre 5 000 € pour un fumigène, comme d'autres peuvent prendre 50 000 pour 3. Enfin, il n'y a pas de règles et on dit que la sanction dépend de la réaction des clubs, etc. Mais au final, c'est un discours hyper hypocrite de dire on sanctionne financièrement les clubs, qui au final ont une responsabilité très minime dans ce qui se passe. On impose des huis clos total, on est les seuls en France, la France est le seul pays à faire ça, en tout cas par rapport à nos voisins. Je lisais que en Bundesliga, depuis la création de la Bundesliga, il n'y avait jamais eu de huis clos total en Allemagne. Il y en a eu 3 en deuxième division. En Italie, sur les 10 dernières années, les huis clos total qu'il y a eu, c'est pour des faits de racisme, jamais pour l'utilisation de fumigènes. Donc on se rend compte qu'il y a quand même une prise de conscience à avoir sur la question des fumigènes, et pas celle de M. Le Gret qui dit ça ne se passe pas comme ça ailleurs, mais ça ne se passe pas comme ça ailleurs, on n'utilise pas de fumigène ailleurs, ce qui est faux, mais plutôt ça ne se passe pas comme ça ailleurs, on ne sanctionne pas comme ça ailleurs. Alors, on parlait de l'étranger, justement, et l'utilisation des fumigènes dans d'autres pays. Donc, on disait que c'était plus encadré. Et ce qui est intéressant dans ce que vous racontez dans ce livre, c'est que ça a drastiquement réduit leur fréquence d'utilisation. Est-ce que ça veut dire que pour certains supporters, le fumigène n'est finalement pas si important que ça pour animer des tribunes ? Non, c'est pas ça, mais c'est qu'en fait, c'est pas qu'il est pas important, il est utilisé à chaque fin. Dans les autres pays, peut-être moins drastiquement, parce que en fait, ce que ça veut surtout dire, en fait, c'est qu'en France, c'est utilisé maintenant comme un moyen de contestation, et que finalement, la politique de la Ligue de réprimer, ou de la Commission de réprimer le fumigène, finalement se retourne un peu contre elle, parce que comme on l'a vu dans plein de cas, l'ultra est parfois un sale gosse, et un sale gosse, ça aime bien ennuyer, et titiller là où ça fait mal, et en fait, ça donne des animations comme les Stéphanois qui font vous nous facturez le prix au mètre carré, et qui allument des fumigènes sur absolument toute la tribune. Donc en fait, le manque de dialogue qu'il y a eu pendant très longtemps, et qui là commence un peu à disparaître via justement l'INS ou l'ANS aussi, qui fait un énorme travail à ce niveau-là avec les instances, le manque de dialogue qu'il y a pu avoir finalement a montré que à jouer au con, les ultras pouvaient très bien le faire pendant très longtemps et gagner la plupart du temps. Et ça, cette stratégie de jouer un peu au con, on l'a vu aussi sur d'autres sujets qui ont pareil été mal abordés, comme les histoires de chants homophobes. Le fumigène, c'est finalement plus un symbole pour s'exprimer et pour se plaindre d'un certain traitement auprès des instances. Il y aura toujours d'autres, les histoires, en fait, les moyens de contestation seront toujours plus les banderoles ou les chants. Ouais. Mais en fait, le fumigène a ce côté qui irrite particulièrement en fait, les instances. Je pense que les ultras apprécient de base et à jouer par l'absurde. En fait, le fumigène est un moyen d'animer sa tribune à la base. Si demain on arrête de criminaliser le fumigène et qu'on essaie de trouver un cadre structuré, encadré, qui conviendra peut-être pas aux ultras d'ailleurs, qu'on leur mette un cadre dans lequel exprimer l'utilisation fumigène, peut-être que des groupes ne s'y plieront pas. Mais voilà. Les membres à l'intérieur des groupes, parce que les groupes ne sont pas un ensemble homogène. C'est clair. Certains en font peut-être aussi. Mais par contre, donc ça reste un moyen d'animer, mais c'est vrai que ces derniers mois, ça reste surtout un moyen de contestation. Quand les deux tribunes de Geoffroy Guichard sont fermées, que ce soit la partie réservée aux Green Angels ou la partie réservée aux Magic Fans, pour Saint-Étienne-Monaco, et que les Magic décident de rentrer dans la tribune latérale et de craquer et de repartir, ils sont restés que 30 minutes au stade, juste le temps de craquer, c'est vraiment montrer, continuez, nous on a tout notre temps, quoi. Si vous voulez jouer à ça, on va continuer. L'animation pour Saint-Étienne-PSG, elle répond aux deux objectifs, c'est-à-dire proposer une animation de qualité. Les images, les photographes, les journalistes qui étaient là, il faut se rappeler que le soir même, tout le monde s'est plus ou moins extasié devant le spectacle qui était proposé en tribune le soir de Saint-Étienne-PSG. Le discours de dire c'est dangereux, faut condamner, il était très minoritaire. Dès le lendemain, ça a complètement évolué parce que la commission de discipline de la LFP
a prononcé que le huis clos jusqu'à décision de la commission. Donc au final, on se rend compte que il est là pour les deux. Le fumigène est là pour contester et il est là aussi pour animer la tribune. Et si on trouve un cadre, il deviendra de nouveau là juste pour animer la tribune. Alors, parmi les polémiques fréquentes aussi vis-à-vis des supporters se trouve l'homophobie, particulièrement en 2019. Est-ce que c'est un sujet qui a raison d'être évoqué selon vous après un an d'immersion dans les stades ? Nous, justement, après un an d'immersion dans les stades, la question est complètement absente du livre, en fait, parce que ce n'est pas un sujet qui est ressorti vraiment de nos entretiens, que ce soit avec des ultras ou avec des supporters moins actifs et moins présents, et moins engagés que les ultras. C'est vraiment une question, oui, qui nous a loupé et en fait qui s'explique par le fait que cette polémique en fait n'est vraiment arrivée que l'année dernière. Ouais. Auparavant, on en a très très peu parlé. C'était parfois à quelques occasions, on en parlait de tel chant qui était un peu limite, mais on n'a jamais eu ce qui s'est passé l'année dernière, c'est-à-dire la parole de deux ministres sur ces chants-là. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que ça a été une polémique qui a donc eu lieu l'année dernière en mars, puis après en mai, puis après en fin juillet, début août surtout, avec notamment l'annulation du match de Nancy, la suspension du match de Nancy. Et à ce moment-là, c'est vrai que c'est là où on a vraiment pu voir un peu tous les avis arriver et un peu tout et n'importe quoi comme analyse. 6 mois plus tard, ce qu'il en reste, c'est pas grand-chose, quoi. On n'a pas vu d'évolution, on n'a pas de communication sur la question. Et lors des polémiques, déjà, l'ancien footballeur Johan Lemaire, qui est un des seuls footballeurs ouvertement homosexuels, qui s'est prononcé en fait de nombreuses fois sur la question, qui a fait un documentaire et tout sur l'homophobie justement dans le foot, a justement dit que les deux ministres qui s'exprimaient ne lui avaient jamais répondu par rapport à ces mails, ces propositions sur l'homophobie dans le foot. Donc cette question mérite d'être abordée parce que encore une fois, c'est parfois présenté par les supporters comme des traditions, mais il faut se rappeler qu'il y a 20 ans, les traditions, c'était de faire des chants racistes envers les joueurs noirs et lancer des bananes sur le terrain. Ces traditions-là n'existent plus, et heureusement. L'accueil de Joseph-Antoine Bell au Vélodrome, notamment, des choses comme ça, qu'on n'accepterait plus aujourd'hui, et qui étaient, si on regarde les reportages de l'époque, qui étaient des choses plus ou moins tolérables, en fait, qui étaient dans le même discours aujourd'hui que le discours qu'on peut entendre sur l'homophobie. Le fameux folklore, en fait. C'est ça, c'est un mot très employé, notamment en Italie, encore aujourd'hui, lors des cris de singes. Complètement. Et alors que, il faut comprendre que ces chants-là choquent et certains ne peuvent plus être dits, d'autres, en fait, c'est aussi un problème sociétal. Qu'est-ce qui aujourd'hui est considéré comme homophobe ou non, quel terme, même dans des questions de société aujourd'hui, dans d'autres secteurs, ces questions-là ont encore du mal à être abordées. Après, on est tombé sur les stades parce que, encore une fois, il y a cette image du supporter qui est un peu concon, un peu un beauf qui boit que de la bière, donc c'était facile, entre guillemets, de lui tomber dessus. Or, c'est un vrai problème et ça mérite beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de travail de fond. Et ça, on pense que les supporters sont prêts à le faire. Mais juste arriver pour la petite polémique, c'est clair qu'ils n'ont pas vu vraiment l'intérêt productif de ces questions-là. Et du coup, ils ont un peu joué, encore une fois, on en parlait, mais ce rôle de sale gosse, à lancer des banderoles en fait, et à se mettre des défis les uns les autres sur qui allait sortir la banderole la plus choquante sans être condamnable par la justice, en fait. Et à ça, ils ont particulièrement, ils ont particulièrement bien fait marcher le truc. En fait, on prend beaucoup trop les ultras pour des débiles, en estimant qu'en leur tapant sur la tête à chaque fois que quelque chose ne nous plaît pas, ça va suffire à soit les calmer, soit les rendre totalement inaudibles, hors du discours. Quelqu'un qui s'intéresse au football sait qu'aujourd'hui, la question qui s'est posée en septembre sur l'homophobie dans les tribunes françaises était beaucoup plus compliquée, beaucoup plus large que ça. Quand le match est arrêté à Nancy parce que les Nancéens chantent les Messins sont des PD, l'affaire passe en commission de discipline. Le terme PD est condamnable juridiquement et la commission de discipline s'en saisit. Quand d'autres supporters le lendemain chantent la Ligue, parce qu'il faut dire les mots au final, au moment de quoi on parle, et cette commission de discipline, les matchs sont arrêtés,
le dossier passe en commission, mais la commission ne peut pas se saisir. Parce qu'aujourd'hui, juridiquement, on ne peut pas dire que la Ligue est un terme homophobe. On peut discuter de ça, on peut dire la loi est mal faite, on peut en débattre, mais aujourd'hui, on ne peut pas utiliser les supporters comme des éléments sur lesquels on va taper, même en dehors des clous de la loi. C'est pas possible. Surtout quand leur contestation n'est pas sur l'homosexualité ou sur une personne, mais sur une institution qui leur tape dessus tout le temps et qui a trouvé ce nouvel élément pour leur taper dessus encore. Donc c'était assez compliqué. Et moi, le deuxième point que je voulais aborder, c'est dans ce livre, on n'en parle pas de l'homophobie, parce que nous, on fait un an d'immersion dans les stades de football français, et que la question de l'homophobie dans les tribunes de foot n'était pas du tout soulevée, comme l'a dit Christophe à l'époque. Par contre, l'homophobie dans le football, ça, c'est un thème qui est hyper important. C'est tout autre sujet. L'homophobie dans les centres de formation, le fait qu'aucun joueur ne puisse faire son coming out sans avoir peur des répercussions pour sa carrière, des anciens grands joueurs comme David Ginola disent qu'il n'a jamais croisé un homosexuel de sa vie dans un vestiaire. Tout ça, c'est de l'homophobie bien ancrée dans le football qui existe et qu'il faut combattre. Mais ça part d'un champ tellement plus large que les tribunes. Et au final, on va faire croire encore que c'est des supporters que viennent tous les maux, quoi. Alors qu'on sait très bien que, je suis désolé, mais quand un regretté président traite un joueur de foot de petite tarlouse devant des millions de téléspectateurs, c'est bien pire que la Ligue. Donc après, il faut quand même se rendre compte de sur qui on tape, pourquoi on tape sur eux, pourquoi on sort ces éléments-là, à quel moment, sur quel agenda politique, et se rendre compte qu'il ne faut pas non plus se laisser berner, même si la cause à la base elle est justifiée, voilà, il faut faire attention, quoi. Alors aujourd'hui, les groupes de supporters doivent tous avoir un avocat pour les protéger en tant qu'entité. Il y a même le portrait d'un d'entre eux dans le livre. À quoi sert-il concrètement ? Bon, concrètement, en fait, c'est. Bon, après, ils doivent tous avoir. Ils choisissent tous d'en avoir un parce qu'ils ont tellement été criminalisés que, en fait, c'est à ça qu'ils servent. C'est sur les. En fait, maintenant, enfin, tout est juridique finalement parce que les interdictions de déplacement ou les restrictions de déplacement, ben, les groupes de supporters ont compris qu'ils pouvaient. Se sont adaptés en fait à toutes ces interdictions et ont décidé en fait d'aller porter tout ça devant le droit parce que clairement leur droit est bafoué en fait. Et pareil pour des IAS quand certains en reçoivent alors que le dossier il n'y a rien dedans mais juste la préfecture en met un et alors à contester parfois juridiquement ça prend le temps de la durée de l'IAS. Les supporters ont quand même envie de le faire parce qu'au final c'est une reconnaissance que leur droit, une fois qu'ils gagnent au tribunal, c'est une reconnaissance que leur droit a été bafoué. C'est aussi pour se défendre par rapport à la criminalisation qu'ils peuvent avoir sur les fumigènes. Par exemple, c'était en septembre, je crois, où il y a des supporters du TFC qui ont craqué des fumigènes, qui sont après ont quitté le stade, et quelques jours plus tard, qui ont été cueillis chez eux à 6h du matin par les forces de police, comme s'ils étaient des éléments du grand banditisme. Leur procès est en mars. Clairement, là encore une fois, le fait d'avoir des avocats va leur permettre, on espère, d'arriver à s'en sortir et à ne pas être justement considérés comme des membres du grand banditisme. Oui, en fait, c'est aujourd'hui les supporters, les groupes de supporters prennent des avocats parce que de plus en plus, la question de leurs droits est complètement bafouée. Chris a fait le résumé. Quand on parlait de l'homophobie tout à l'heure et qu'on disait qu'on tapait d'abord sur les supporters, c'est exactement ça. C'est qu'on teste des choses sur les supporters de foot qu'on ne se permettrait pas sur d'autres franges de la population. Les interdictions administratives de stade, c'est l'interdiction de manifester proposée par Édouard Philippe dans la foulée, il y a quelques mois, donc quelques années plus tard. Au final, les supporters sont des cobayes de plein de répressions futures pour la société. Et donc, ils sont obligés de prendre des avocats pour essayer de se défendre. Leur interdiction de manifester aux supporters, justement, on peut parler des supporters parisiens, à l'époque où ils n'avaient plus le droit de se présenter en tribune, leur droit de manifester a complètement été bafoué. C'est comme ça que ça a commencé. Si les supporters de Paris ont aujourd'hui des avocats qui les soutiennent, c'est parce qu'ils se sont rendus à Monaco en tant que supporters, ils n'étaient pas interdits de stade, ils n'avaient pas interdiction de se déplacer, et pourtant, une fois arrivés à Monaco, on leur a interdit l'accès au stade. On leur interdisait de se rendre à Charletti voir le Paris FC.
on leur mettait des interdictions commerciales de stade. Alors ça, c'est le club qui fixe ça, qui a le droit d'interdire. Alors ça, c'est complètement hors la loi aussi, mais ça existe. C'était hors la loi. Oui, voilà. Ça les a. C'est moins connu, mais aujourd'hui, un club peut interdire à une personne de venir dans son stade, lui enlever son abonnement et le mettre sur une liste pour qu'il ne revienne plus. Ces listes, elles ont existé à Paris pendant des années. Elles ont été condamnées par la CNIL et on sait qu'il y a des gens qui ont été punis pour des actes pendant un France-Japon au Stade de France. Ils ont eu une suspension d'abonnement au Parc des Princes. Enfin, on en arrivait à des cas comme ça. Et donc oui, dans des cas où la loi est complètement bafouée, heureusement qu'il y a des avocats pour se saisir de ces sujets, parce que sinon on est complètement démunis, quoi. Alors, les groupes de supporters sont parfois un peu diabolisés, même si les gens aussi se rendent compte de leur investissement, des chants, des tifos, mais ça dépasse tout ça. Ce sont aussi des associations qui aident des œuvres caritatives, par exemple. Oui, complètement, c'est un élément qui parfois est méconnu, mais les groupes de supporters du PSG, de Nice, de Saint-Étienne font des maraudes, par exemple, envers les personnes sans abri, ou alors font des collectes de jouets pour les enfants. Il y a toute une partie caritative, en fait, qui est très peu visible, parce qu'en fait, ça va être en dehors, ça va être soit via les réseaux sociaux, soit via leur réseau personnel, en fait, où ils affichent même pas ce genre de choses. Enfin, très peu de groupes ont des comptes Facebook, Twitter ou Instagram pour montrer à quel point ils aident. En fait, eux, c'est pas ce qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est juste d'aider, pas de montrer. Et du coup, ça peut aussi parfois être servir à une collecte, participer ou populariser, faire parler d'une cagnotte pour un enfant, par exemple, qui a besoin de sous, une famille d'un enfant qui a besoin de sous pour une opération. Nous, on avait vu ça à Metz. Des messages de soutien aussi par rapport à certains, soit membres, soit des personnes non membres, mais qui sont en difficulté. Et donc, c'est autant de choses, en fait, qui font que, oui, il y a quand même un élément caritatif du supporter qui existe et qui, en fait, parce que le supporter, finalement, c'est une communauté. Être supporter, être ultra, c'est une communauté. Il participe aussi à la vie de la communauté générale. Sur le cas de Metz, nous, quand on fait le déplacement à Metz, c'est vrai que cette question elle est revenue 2 fois. C'est-à-dire qu'il y avait le cas de cet enfant malade qui était, au final, allé à la rencontre d'un groupe, la Horda, mais qui a finalement été allé à la rencontre de tous les groupes avant, parce qu'après, on s'est rendu compte, pendant le match, que tous les groupes avaient préparé une animation pour cet enfant et pour mettre en avant le fait qu'il y avait une cagnotte pour l'aider, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que le leader de la Horda nous expliquait que eux, les actions caritatives ou les bonnes actions, si ils n'étaient pas obligés de les mettre dans le champ médiatique, s'ils n'étaient pas obligés de montrer qu'ils faisaient ça, ils ne le montraient pas. Là, ils le faisaient parce que ça aidait, parce qu'il fallait mettre la cagnotte en avant, du coup, ils ont décidé de faire des animations par rapport à ça. Mais s'ils pouvaient le faire en toute discrétion, ils choisiraient de le faire en toute discrétion. Un autre exemple, c'est la Groupa, qui est un autre groupe de supporters à Metz, qui nous expliquait qu'eux avaient cherché partout des associations à aider, avaient fini par en trouver une, et que les événements de Metz-Lyon l'année précédente... Qui ne concernaient pas la Groupa, en plus. Ne concernaient pas la Groupa, oui, tout à fait. Avec le fumigène qui est... le pétard. Fumigène, la LFP-MEU. Avec le pétard qui explose près d'Anthony Lopez, ils se retrouvent avec cette association qu'ils appellent, qui dit « Non, en fait, on ne veut pas être associé aux supporters parce que vous avez une mauvaise image et on ne veut pas avoir affaire avec vous, donc on laisse tomber finalement. » Donc on se rend compte que au final, les supporters vont toujours aider. C'est une vraie association. Voilà, dans tout ce qu'on entend, et du coup vont essayer de pouvoir apporter soit à leur région, soit aux gens en difficulté, soit à la ville. Ouais. Alors après cette année en immersion, j'ai quand même envie de vous demander tout simplement quel est votre meilleur souvenir. C'est bonne chance. Non, mais il y en a beaucoup, heureusement. Mais en fait, comme c'est une aventure humaine, ça va être des souvenirs humains, en fait. Ça va être un contact qui passe particulièrement bien avec certains supporters. On passe 24 heures, 48 heures même avec, par exemple, les Niçois qui nous accueillent. On mange chez certains supporters, on prend des bières avec eux. Ça va être les Amiénois, notre premier déplacement où on a été particulièrement bien accueillis et avec qui on continue de parler avec certains de leurs supporters. Ça peut être les Canets, en fait, où après le match, ils nous ont baladés dans toute la ville, où ils nous ont fait un cours sur l'histoire de Caen. À chaque fois, comme ça, c'est des bons moments en fait, qu'on passe avec eux. Lequel serait le
meilleurs, enfin, moi personnellement, j'arriverais pas à dire. Non, enfin, c'est compliqué de choisir. C'est vrai que la visite de Caen sous la pluie, ça reste un souvenir assez marrant parce que, en fait, quand on décide de faire un déplacement, même nous, avec nos préjugés, à la rencontre des supporters de foot, on s'imagine pas se retrouver devant l'abbaye de Caen, à discuter des pierres qui ont construit l'abbaye, en quelle année, d'où viennent les pierres, qui y avait dedans. Enfin, c'est complètement hallucinant même pour nous de se retrouver face à ça, et donc c'est des super souvenirs. C'est aussi le fait de pouvoir se rendre dans certaines villes aujourd'hui et d'avoir des gens avec qui discuter encore. On sait très bien que si on se rend à Toulouse, on sera toujours accueilli par les Sinisa Solosa. Voilà, il y a toujours des bons souvenirs. Fêter la Saint-Patrick avec les Angevins, ça reste un grand souvenir aussi. Voilà, il y a toujours quelque chose. Et ce qu'on voit surtout, c'est qu'au final, dans tous les souvenirs qu'on cite, il est très rarement question de football, quoi. Parce que le mouvement ultra, ça dépasse largement ce qui va se passer pendant 90 minutes. Merci à vous, messieurs, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps. On rappelle, où est-ce qu'on peut trouver votre livre ? Partout sur internet, dans les meilleures librairies aussi de France et de Navarre, enfin sur les sites comme la Fnac, Amazon, mais préférez quand même les librairies, c'est mieux. Voilà. Le petit commerce. Voilà. Même s'il n'est pas dans la librairie, demandez au libraire De le le commander, c'est et possible. puis, Ou alors vous pouvez aussi l'acheter en e-book. Et dans ces cas-là, on prend pas de papier, c'est mieux pour la planète. on touche pas de pourcentage dessus. Alors, on fait pas ça pour l'argent. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à aimer, commenter pour donner vos avis et aussi partager. N'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre nos futures vidéos, nos futures interviews comme celle-là si ça vous intéresse. Et puis, comme prévu, la petite surprise. Grâce à Amphora, on vous fait gagner le livre. Pour cela, rien de plus simple, connectez-vous à nos réseaux sociaux, abonnez-vous et particulièrement Twitter où va arriver l'information de ce jeu concours. Ça va être très simple, il suffira de s'abonner à notre compte, de s'abonner à Amphora, de retweeter. Et puis, si vous êtes tiré, vous pourrez gagner effectivement ce livre, le livre pour lequel on a parlé pendant quasiment 1 heure dans cette vidéo. En tout cas, on espère vraiment qu'elle nous a plu. On remercie au passage les 2 auteurs qui ont accepté de prendre le temps de parler de ce livre, de parler de cette problématique presque qui est d'actualité. Et puis écoutez, on espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt.